Bon, je propose de toute façon qu'on s'installe tranquillement et qu'on démarre le temps que Stéphane arrive. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes plutôt au début de l'aventure sur les sujets d'IA ou que vous avez commencé à faire des choses et que vous vous intéressez au sujet, en tout cas que vous souhaitez le mettre en action dans votre entreprise et mettre potentiellement en place un projet d'IA en 2025. Donc c'est tout l'objet de cette intervention. Alors, aujourd'hui, pour m'accompagner, j'aurai la chance d'avoir 3 intervenants, et le 3e, je l'espère, arrivera très rapidement. Donc nous avons Estelle qui va se présenter rapidement et qui va nous expliquer pourquoi elle est là et d'où elle vient. D'ailleurs, et merci pour ta présence, Estelle. Eh ben, je suis ravie d'être avec vous. Donc moi, je suis de la Gazette du Laboratoire, en 1 minute pour résumer 30 ans d'histoire, média dédié au monde de la recherche et du développement. Et depuis 1 an, on a suivi un diagnostic BPI France Data et IA aux côtés de Data Sulting. Merci Estelle. Eh ben, Luc, je t'invite également à te présenter. Et voilà, Stéphane arrive et va juste au moment se présenter. Et ben, du coup, j'en profite. Je vais combler le temps que tu montes sur scène. Donc moi, je suis Luc Morette. Je suis consultant IA et Data chez Data Sulting. Et donc, j'accompagne effectivement les PME ETI qui viennent nous voir chez Data Sulting sur tous les sujets en lien avec l'IA, essentiellement l'IA et l'IA générative. Et puis la data, évidemment. Et ce sera tout pour moi. Et je te laisse donc te présenter, Stéphane. Enfin, même si on a déjà... Stéphane, on a déjà eu quelques infos, mais à la limite, tu peux rajouter les quelques... Qu'est-ce que tu peux apporter sur cet atelier aujourd'hui ? Ce que je peux apporter, c'est répondre à vos questions. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille autour de la donnée et l'intelligence artificielle. On parlait beaucoup de maturité et de modestie. En alliant les deux, avec beaucoup de modestie, on a acquis chez France Travail une forme de maturité, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc je suis là pour vous. Merci beaucoup Stéphane. Alors, je propose qu'avant de commencer cet atelier, là vous êtes pas mal, donc je ne vais pas vous poser la question chacun les uns après les autres. J'aimerais savoir ce qui vous a animé à venir à cet atelier. Donc simplement pour avoir quelques datas sur vous. Ça m'intéresse que vous puissiez répondre à cette question en prenant en photo le QR code. Donc là, les différentes questions posées, est-ce que vous êtes au début de la réflexion et vous avez besoin de retour d'expérience ? Est-ce que vous êtes intéressé par les financements qui pourraient vous aider à vous lancer dans l'IA ? Est-ce que vous êtes... alors je vois que ça bouge déjà, alors il faut que je revienne en haut. Définir des actions et de les mener à bien pour avancer en exploitant les données, ou par simple curiosité. Vous êtes venu là, il y avait de la lumière, vous êtes rentré. Ok, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui est dans l'action. C'est intéressant par rapport aux chiffres qu'on avait ce matin, c'est-à-dire que là, vous êtes dans ceux qui veulent lancer des projets en 2025. Vous avez passé l'étape de la pure réflexion. Bon, ça s'équilibre. Donc ok, on est entre la réflexion et le besoin de passer à l'action. Ça tombe bien avoir des réponses. Alors il y a aussi quelques-uns qui sont intéressés par les finances, et je pense que même si vous ne l'avez pas marqué, c'est un sujet qu'on pourra partager parce que ça intéresse tout le monde, d'autant plus qu'il y a des financements qui peuvent vous aider à mettre le pied à l'étrier. Alors, au programme, on va parler de pas mal de choses. Aujourd'hui, on a voulu le faire sous forme de table ronde plutôt qu'un atelier très descendant, donc ça va être plutôt interactif. Alors, des questions, je les garde, oui, mais plutôt pour la fin, et ça dépendra vraiment du timing. Sachez qu'à la fin de cet atelier, on a un petit temps de pause entre les deux, donc vous pourrez prendre ce temps pour parler avec les intervenants si ça vous intéresse. Et puis, il y a tout le temps du cocktail, où là, vous aurez tout le temps pour pouvoir échanger sur vos préoccupations, les sujets qui vous intéressent. Alors, par où commencer ? Il y a plein de sujets qui remontent en tête quand on parle de cette thématique de l'IA. On parle de quoi ? Alors, on parle de planning, forcément. On parle de technologie. Il y en a plein qui disent, ben voilà, moi je ne sais pas quoi choisir pour répondre à mes cas d'usage. On parle de financement, de compétences. Est-ce que je peux le faire avec mes propres compétences internes ? Est-ce qu'il faut que je fasse appel à des externes ? Et puis, quels sont les moyens à mettre en œuvre au final pour lancer, suivre et piloter un projet d'intelligence artificielle ? Je pense qu'on a les bonnes personnes pour pouvoir vous aider à cheminer sur ces sujets. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Camille, donc je ne resterai pas longtemps sur le sujet, mais commencez toujours par un état des lieux. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Avant de vous projeter sur l'étape 14, vous n'êtes pas encore producteur, vous êtes peut-être au tout début du chemin. Donc attention, il y a des jalons à passer et il faut y aller pas à pas. Que ce soit la data ou l'IA, c'est des choses qui prennent du temps. Même si on le verra avec Estelle, il y a des choses qui peuvent aller très vite sur des sujets d'IA générative, mais dès qu'on parle de vos données d'entreprise, ça nécessite de la structure. Donc ça, je ne vais pas y revenir, on l'a déjà largement partagé ce matin.
Donc là, en quelque part, je vous inviterai à vous poser la question de là où vous en êtes, là aujourd'hui, ce matin. Ça sera intéressant de se revoir peut-être dans un an pour voir si vous avez avancé sur ce chemin. Et j'aimerais commencer par une première question. Et quelque part, là, on va y aller crescendo. Aujourd'hui, si on fait de l'IA ou de la data ou de l'automatisation de processus, c'est parce qu'on a des problèmes à régler ou des besoins qui émergent de vos métiers. Et c'est bien ça le sujet dont on va parler. Et donc ça, quand je dis vos métiers, vous avez tous des activités différentes. Dans votre entreprise, il y a une chaîne de valeur. Vous avez un service achat, du marketing, de la finance, etc., etc. Pour chacun de ces métiers, il y a forcément des petits graviers, des choses à régler, des choses à accélérer, des choses à rendre plus qualitatives, sur lesquelles vous dites, tiens, j'ai une intuition, et peut-être que l'IA ou la data, si je la travaille mieux, pourrait m'aider. Luc, est-ce que tu peux commencer par nous parler de ce sujet ? Alors effectivement, on ne choisit pas une solution technologique sans avoir identifié d'abord quel est le cas d'usage auquel on souhaite répondre. Donc il faut effectivement, comme tu le disais, d'abord partir de vos cas d'usage identifiés. Quels sont vos problèmes, quels sont les points de friction dans votre quotidien professionnel, le quotidien de vos équipes. Et souvent, c'est difficile aussi de faire ce travail quand on est sans un regard extérieur. Donc là, je vends un peu ma cam, mais l'idée, c'est de se faire accompagner là-dessus aussi pour vous aider à identifier les points sur lesquels vous pourriez accélérer avec de l'IA ou de la data. Est-ce que tu peux nous partager, parce que là, oui, il y a différentes manières d'identifier ces enjeux. Oui, alors on a effectivement deux types. Souvent, l'objectif financier, on ne peut pas y couper. On a souvent envie... quand on est une entreprise, d'augmenter son chiffre d'affaires ou d'améliorer sa productivité. Et sur ces sujets-là, effectivement, on va pouvoir trouver des solutions côté IA et data. Et puis, du point de vue des objectifs de fonctionnement, un des points qui revient souvent et très souvent et sur lesquels l'IA générative a permis de faire un grand pas, notamment avec toute la partie traitement du langage naturel, c'est effectivement de gagner du temps en automatisant tout un tas de tâches sur lesquelles vous n'avez aucune valeur ajoutée, sur lesquelles vos équipes n'ont aucune valeur ajoutée. Et ce temps qui va être dégagé va pouvoir être projeté sur des cas d'usage sur lesquels, là, on a vraiment besoin de la compétence et de l'intelligence humaine. La slide que tu viens d'afficher, effectivement, présente tout un tas, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais tout un tas de cas d'usage qu'on peut rencontrer suivant les différents points de votre chaîne de valeur. Beaucoup de ces cas d'usage ne relèvent pas de l'intelligence artificielle. On a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant « je vais révolutionner ma société avec de l'intelligence artificielle ». On fait un audit, on regarde, on identifie toutes les problématiques qui vont se présenter et la plupart du temps, ce n'est pas l'IA la solution. Ça va être du process, ça va être de la data, ça va être un outil et de temps en temps, effectivement, il y a de l'IA. Mais ce n'est pas tout le temps la bonne solution ou la meilleure solution pour adresser des cas d'usage. Du coup, Estelle, toi, si on rebondit là, sur ce sujet, toi, t'es partie d'où en fait? C'était quoi tes cailloux dans les chaussures? Nous, on est une équipe de 12 où on fabrique un journal mensuel avec énormément de données, à la fois du côté utilisateur, des côtés de nos annonceurs et évidemment beaucoup d'articles sur 30 ans d'existence. Et le constat, c'est que tout va de plus en plus vite, les besoins utilisateurs ont évolué. Et qu'est-ce que je fais de ma donnée? Comment je l'utilise? Avec quels outils? Et automatisation, il y a donc énormément de questions en fait au départ. Et grâce à l'accompagnement, aujourd'hui, on y voit clair et on a déjà des passages à l'action qui fonctionnent et qui font gagner du temps. Alors quand tu dis on y voit clair, on a besoin d'y voir clair aussi. C'est quand on parle de cas d'usage, parce que c'est très abstrait comme tout ça. De quoi on parle chez vous concrètement? En fait, le cas d'usage, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est concrètement ce qui vient en tâches répétitives finalement dans nos métiers, sur tous nos pôles de compétences dans l'entreprise. Et d'avoir un regard extérieur, on se rend compte que finalement, il y a des problématiques qui remontent au quotidien et qu'on ne voit même plus parce qu'on a le nez dans le guidon. Et ça permet de les faire ressortir et de trouver des solutions concrètes. Ok. Tu peux nous donner quelques exemples de ce que vous avez fait concrètement? Alors aujourd'hui, on a énormément avancé sur les informes d'annuaires. Donc nous, on se rend sur des salons, on se rend chez des unités de recherche qui ont des annuaires de personnes contact avec 200 noms qu'il fallait traiter à la main. Donc une équipe de 12, je reviens à cette problématique-là, avec d'autres gestions quotidiennes. Et on avait des retards de traitement hallucinants. Et aujourd'hui, on a une solution où tout est automatisé et un annuaire que je traitais en 2 ans en étant optimiste, et aujourd'hui, en une journée, c'est fait.
Voilà. Super. Donc c'est un bon exemple de retour sur investissement. Très court terme. Du coup, combien de temps là tu as fait ça? 2 mois. Ouais, 2 mois et demi. Ok, super. Stéphane, pour rebondir là, de ce côté point de départ, là, toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter de ta vision, de ta richesse, ce côté par où on démarre et comment on démarre en fait? Alors, le retour d'expérience que je peux vous faire, c'est comment ça s'est passé chez nous. Ouais. Il y a 2 choses par rapport à ce qu'on évoquait, comment on démarre. Déjà, posez-vous la question à titre individuel et au sein de vos collectifs, en dehors du travail et même dans le travail, je pense qu'il y a un nombre non négligeable de personnes qui utilisent déjà des produits d'IA générative, déjà. Donc déjà, le point de départ pour moi, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que les gens l'utilisent déjà? Et après, ils l'utilisent pourquoi? C'est quoi l'usage qu'ils en ont? Les applications que vous leur mettez à disposition ou les applications qu'ils utilisent au quotidien, elles ne répondent pas à leurs besoins, potentiellement, donc ils s'adressent à d'autres typologies de produits. Donc chez nous, la genèse sur cette thématique-là, ça a été de dire en novembre 2022, je crois, ChatGPT sort. En janvier 2023, on a notre supervision qui nous montre qu'il y a un nombre non négligeable d'utilisatrices et d'utilisateurs de France Travail qui utilisent ChatGPT. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils y trouvent un usage qu'ils ne trouvent pas dans les produits et les applications qu'ils ont à disposition dans leur quotidien. Donc quand on parle d'usage, l'usage, il ne va pas venir de vous. Ce n'est pas vous qui allez vous réunir avec votre comité de direction ou dans votre tête en disant « Ah, j'imagine que si je mettais à disposition un produit X ou Y de mes équipes ou pour moi, ça va me résoudre des problèmes. » Non, le vrai sujet, c'est vos collaboratrices, vous, c'est quoi vos peines, c'est quoi vos irritants? Et pour revenir à ce que tu disais, bien évidemment, l'IA générative ou l'IA au sens large du terme ne va pas répondre à tous vos irritants ou à tous vos problèmes. C'est quelque chose de très important. Pour autant, ça ne résout pas tous vos problèmes, mais ça vous offre une nouvelle expérience utilisatrice, utilisateur dans la manière d'interagir avec de l'information au sens large du terme. Et la manière dont on a adressé ce sujet-là, c'est bien aller sur le terrain, capter leurs irritants et voir si par rapport à leurs irritants, l'IA générative pourrait apporter quelque chose. Donc le point de départ, c'est ça, c'est sur le terrain, la notion de besoin, la notion d'usage, c'est vos utilisateurs qui savent ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas à vous d'imposer un produit parce que c'est la mode, et ce n'est pas terminé, hein, c'est que le début, hein, mais c'est eux qui savent. Donc le point de départ, c'est eux. C'est soit vos clients, soit vos utilisateurs en interne, soit vos besoins au sein de votre entreprise. Le sujet, il est là. Il faut commencer par eux. Merci Stéphane. Alors peut-être que je rebondirai sur la méthode aussi, parce qu'on peut se poser la question aussi, mais comment je vais capter ce besoin et surtout comment je vais le prioriser? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de sujets qui remontent. C'est un petit peu la liste du Père Noël, mais après, comment je fais pour mettre ça en œuvre et prioriser les sujets que je vais pouvoir déminer? Nous, on a utilisé une technique, alors dans le cadre des diagnostics qu'on fait, des diagnostics stratégiques, c'est de faire toujours un rapport bénéfice-effort. Qu'est-ce que ça va permettre de faire gagner dans l'entreprise ou dans le cadre des services qu'on a exprimés tout à l'heure, gain de temps, gain d'argent, optimisation? Qu'est-ce que ça me fait gagner? Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre pour gagner ça? Est-ce qu'au final, ça vaut le coup, ça vaut la chandelle de mettre en place cet usage-là? Et donc, à chaque fois, on va rationaliser en ayant toujours ce ratio bénéfice-effort. Et comme ça, vous arrivez à prioriser vos cas d'usage et à faire l'arbitre pour prioriser dans le temps et planifier les différents usages. Alors après, j'ai l'autre étape qui est de... OK, on a plein d'usages, on a plein d'idées. Maintenant, où sont mes datas? On revient aux questions de tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont exploitables, de qualité? Est-ce que ça va être facile, pas facile? Luc, est-ce que tu peux rebondir sur ce sujet et nous donner un peu de vision là-dessus? Et oui, je vais défoncer une porte ouverte, mais on ne fait pas d'IA sans data. Et il faut que ça soit très clair. Et la principale problématique qu'on rencontre dès qu'on veut adresser des cas d'usage sur base d'IA, que ce soit de l'IA prédictive ou de l'IA générative, c'est l'accessibilité à la data et la qualité de la donnée, y compris pour faire de l'IA générative. On a un peu l'impression que, OK, ça peut adresser tout un tas de données, y compris des données non structurées, c'est-à-dire des PDF, des Word, des Excel, etc. Et on peut se dire, OK, c'est super, j'ai pas besoin de ranger mon SharePoint, j'ai pas besoin de trier mes données, d'avoir des données qualifiées, je peux donner tout ça à manger à une IA générative et ça va faire ce que je veux. Non, pas du tout. La première problématique, c'est effectivement cette accessibilité à la donnée, la qualité de la donnée. Et puis, il y a aussi toutes les problématiques d'exploitation de ces données, au-delà de juste les avoir à disposition, d'en avoir assuré une gouvernance aussi. C'est attention à ce que je fais avec mes données à partir du moment où je les donne à manger à un modèle d'IA.
Ça, on y reviendra après. Ouais, il y a toute une partie, effectivement, sécurité là-dessus, qu'on peut pas passer sous silence. Je complète. Alors là, tu as parlé de données non structurées, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc quand on parle de données non structurées et puis de données structurées, tu peux peut-être donner une définition pour que ça soit... Oui, alors juste pour faire simple, une donnée structurée, c'est une donnée qui est stockée dans une base de données. Une base de données, c'est quoi? Il faut imaginer ça comme un grand fichier Excel avec des colonnes et des lignes. Et on sait que dans certaines colonnes, il va y avoir des nombres et dans certaines lignes, il va y avoir du texte. Ça, c'est de la donnée structurée. Et les données non structurées, c'est tout le reste. Ça va être des images, ça va être des documents PowerPoint, des documents PDF. Dans un PDF, on a du texte, on a des images. Tout ça n'est pas rangé correctement dans des colonnes ou dans des cases. C'est ce qu'on appelle de la donnée non structurée. Alors là, je voulais revenir, et je te garde encore un petit peu, Luc. Je reviens sur ce parcours-là, entre le moment, donc on a identifié nos cas d'usage, on regarde où est-ce que se trouvent les données qui peuvent répondre à ces cas d'usage, dans mes logiciels, dans mes objets connectés, si on a des enjeux avec des objets connectés dans l'industrie par exemple. On arrive là, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr? J'ai identifié mon cas d'usage, j'ai identifié mes sources, c'est quoi les points clés pour se dire ça y est, c'est bon, c'est exploitable, je peux y aller, je sais que mon cas d'usage il est réalisable? Le point clé, effectivement, c'est la disponibilité de la donnée. Donc je sais qu'elle est disponible, je sais qu'elle est qualifiée, et donc je vais pouvoir répondre à mon cas d'usage. C'est deux éléments. Je crois que tu as envie de... Stéphane, tu voulais compléter? Non, excuse-moi, j'ai cru que c'était moins simple que ça. Mais effectivement, à partir du moment où la donnée est disponible et qu'elle adresse le cas d'usage, on pourra mettre en place un système basé sur un modèle d'IA, alors d'IA prédictive ou d'IA générative, pour adresser le cas d'usage. Il y a le sujet de la qualité là qu'on dit depuis tout à l'heure, et souvent, je sais qu'on est tous pareils. Moi, j'ai un CRM, la qualité, c'est moi qui la gère, donc elle n'est pas toujours au top, même si je suis dans une boîte qui fait de la qualité sur les données. Est-ce que ça, c'est un enjeu selon ces cas d'usage? Si je veux faire un truc qui prédit les prospects à appeler toutes les semaines? Oui, évidemment, et je croyais l'avoir dit. Effectivement, la qualité des données, ça reste indispensable, au-delà d'en avoir, et d'en avoir beaucoup, d'autant plus quand on veut faire de l'IA prédictive, il faut de la volumétrie. Quand on veut faire de l'IA générative, la qualité des données, et souvent cette qualité des données, c'est votre prompt, c'est-à-dire ce que vous allez donner comme instruction à l'IA pour vous répondre. La qualité de cette donnée-là, que vous allez lui indiquer, que vous allez lui passer en document éventuellement pour qu'elle puisse enrichir le contexte et répondre à votre cas d'usage, et cette donnée, elle doit être de qualité. Et donc, évidemment, que ce soit dans tous les cas d'usage de l'IA, il faut de la data, il faut, dans certains cas, de la volumétrie, mais il faut aussi, effectivement, de la qualité. Alors du coup, Estelle, toi, tu partais d'où en termes de qualité? Enfin, c'était quoi tes sources de données? Comment vous avez géré ça? Nous, on gère quand même 200 000 contacts sur notre CRM. Et ça nous a permis du coup d'enrichir et de réfléchir finalement à la manière dont il était structuré. On n'était pas si mal que ça, mais effectivement il y a toujours une marge de progression, et d'avoir un regard extérieur, ça a permis de mieux structurer et de mieux utiliser ce qu'on avait à notre disposition. Et au-delà, on avait beaucoup aussi de données non structurées, puisque en tant que journal, on a des PDF, on a même des HTML d'époque à utiliser avec des sujets qui intéressent encore et qui créent un besoin en fait pour nos utilisateurs. Et du coup, comment on structure de la donnée non structurée qui a encore de la valeur? Et on y arrive en fait. On y arrive. Ok, donc c'est pas si difficile que ça. Pas du tout. Il faut juste se lancer et être bien accompagné. Très bien, je pense que le message est clair. Stéphane, tu voulais rebondir, ajouter quelque chose, sinon on enchaîne? Peut-être juste un petit élément dans la notion de démarrage. Si je caricature à peine, en termes de typologie de données, vous pouvez les classifier en deux camps. Les données statiques, qui ne bougent pas, et puis les données dynamiques. Le sujet, quand on parle de fraîcheur, de qualité, de qui est le producteur, qui la met à disposition, tout le cycle de vie d'une donnée qui est dynamique, si on doit démarrer, moi ce que je vous propose pour vous faire la main, si c'est le cas, démarrer plutôt sur des sujets qui sont très simples, très petit, et commencez pas tout de suite à imaginer vous projeter dans vos données business, dans vos données métiers, qui sont des données mouvantes sur lesquelles il y a un vrai besoin de maturité en termes de cartographie de ces données. Elles viennent d'où? Qui c'est qui les met à dispo? Est-ce qu'elle est bien à jour? Commencez peut-être par des choses les plus simples possibles. Pourquoi? Parce que ça va aussi faciliter votre compréhension et ça va faciliter l'adoption de ce type de technologie ou de produit. Donc, les données business, les données métiers, moi je dirais plutôt quand on a une maturité, quand on démarre,
peut-être pas tout de suite aller dessus. D'abord, commencez par quelque chose qui va vous parler. Et ce qui vous parle, c'est des choses sur lesquelles le cycle de vie de la donnée, il est hyper maîtrisé. Donc les données statiques, c'est top pour ça. Mais vraiment la première approche, je pense, en tout cas nous de notre retour d'expérience, qui n'est pas transposable partout, hein, je suis bien conscient de l'opérateur que je représente par rapport à des entreprises de plus petite taille, hein, c'est juste de se dire, les outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour commencer à vous faire la main, à vous donner une idée, à vous projeter sur la valeur, sur l'impact que ça va pouvoir avoir pour vous et votre business, commencez par des outils avec des capacités généralistes. Commencez pas forcément à imaginer les connecter à vos données. Commencez par du généraliste. Concrètement, qu'est-ce qui me fait gagner du temps dans ma journée ou qu'est-ce qui fait gagner du temps à ma collaboratrice, à mon collaborateur? Faire une synthèse de réunion, préparer une prise de parole, préparer un document pour un prospect. Ça ne nécessite pas d'accéder à des données tout de suite. Commencez par des choses très simples et qui vont vous permettre de vous familiariser, tu réutilisais le mot de prompt, qui vont vous permettre de vous familiariser avec la manière dont j'interagis avec une intelligence artificielle générative qui n'est ni plus ni moins que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une conversation. Commencez par des choses simples, des capacités générales, comment je génère un document, comment je peux interagir vocalement avec une IA générative. Quand on parle d'expérience utilisatrice-utilisateur, le vrai impact aujourd'hui pour le citoyen ou l'entrepreneur ou quel que soit votre profil, c'est ça en fait. Qu'est-ce que ça apporte de plus, au-delà de tout ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui? C'est une capacité d'interagir en langage naturel avec de l'information. Le vrai impact, le vrai sujet, ce qui fait rêver tout le monde, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est ça. C'est je pose une question, soit je la tape, soit je la vocalise, et j'ai un retour. Donc commencez par des petites choses comme ça. Voilà. Moi, demain, j'ai une réunion à préparer. Je n'ai pas besoin de données de la boîte pour préparer ce premier point de réunion. Je vais m'adresser à un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, il est organisé de telle manière. Voilà les profils de ce conseil d'administration. Je voudrais une structuration qui va me permettre d'avoir une intervention impactante. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin de données de l'entreprise pour faire ça. Et là, vous allez toucher du doigt tout l'intérêt de l'utilisation d'une IA générative. Ça va faire du sens. Et pas que pour vous, vous allez vous apercevoir que dans le quotidien, dans votre quotidien ou dans le quotidien de vos collaboratrices et votre collaborateur, il y a plein de petits sujets qui prennent du temps. Alors ils ne prennent pas toute la journée, ces sujets-là, quand on parle de retour sur investissement ou d'efficience. Ils ne prennent pas du temps tous les jours, mais par contre, ils vont faire gagner 10 minutes, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Et ça va faciliter l'adoption au sein de votre entreprise de l'utilisation de ce type de solution. Et après, effectivement, oui, c'est important, il faut être accompagné. Ouais. Et c'est là où je rebondis, Stéphane, parce que là, tu reviens sur les cas d'usage. Donc, en fait, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, cas d'usage avec de la donnée structurée ou pas, IA ou pas IA. C'est-à-dire, quand on regarde un cas d'usage, des fois, ce n'est pas du tout de l'IA, et peut-être c'est un impact sur les processus. Peut-être qu'on va parler d'automatisation de certaines choses, et peut-être qu'on va parler de tableau de bord, pilotage. Je veux juste mieux décider plus vite, et là, je n'ai pas besoin d'IA pour le faire. Parce que j'ai souvent entendu que des IA pouvaient décider à la place des décideurs. Je dis, par exemple, ils ne me gèrent pas mon temps. Voilà. Ça serait pas mal. Juste, je me permets de rebondir. Nous, en cas concret, l'accompagnement, il répond complètement à cette question-là, puisqu'en fait, au départ, on nous a demandé de rêver avec des data sculpting. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, quels sont les besoins. Et on a vraiment imaginé jusqu'au bout du travail, quand on aura une maturité suffisante pour aller. Et ça permet vraiment de se projeter. Et après, de rentrer dans le concret, de se dire finalement avec notre équipe, nos moyens, le financement qu'on va y mettre, finalement, par où on attaque et quelle pierre on pose en première. Alors tu fais très bien la transition parce que le par où on attaque, en fait, il y a plein de manières de l'aborder. En fait, Stéphane disait il y a des choses très simples et on peut aller très vite le côté petit pas. Hein. C'est-à-dire faites déjà quelque chose dans la journée. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir qui utilise ChatGPT potentiellement chaque semaine. Je ne vais pas demander au quotidien, mais ChatGPT ou autre IA générative. Hein. Donc on voit que là, on a quand même plus de, allez, je vais dire 90%. Donc que ce soit dans le professionnel ou dans le perso, on utilise tous. Donc on commence à toucher les usages. Le problème, c'est quand il s'agit de structurer tout ça. Et dire qu'il faut que ça se déploie dans mon entreprise. Et il n'y a pas que moi dans mon entreprise. Il y a plein de monde avec des usages différents. Puis il y a des choses qui vont être plus ou moins impactantes, on l'a vu tout à l'heure. Faire un compte-rendu de réunion, normalement, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Par contre, si je commence à dire qu'il faut faire des réponses à consultation automatique à mes appels d'offres, c'est un autre sujet. Luc, est-ce que tu peux intervenir là-dessus et nous commenter un peu cette frise ? Oui, alors donc effectivement, il y a des cas d'usage qui sont adressables immédiatement et quasiment pour rien en termes de coûts financiers et en termes de compétences. Aujourd'hui, vous commencez tous
vous avez tous commencé votre chemin pour devenir des prompt engineers, donc des spécialistes d'interrogation des outils d'IA générative. Donc le prompt ingénieur, pour faire plaisir à Stéphane, c'est l'homme ou la femme qui sait parler à l'oreille des IA, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Ça, aujourd'hui, effectivement, c'est une compétence. Et au-delà donc, on a besoin, effectivement, pour adresser ces nouvelles solutions, de nouvelles compétences qu'on va acquérir plus ou moins facilement. Celles-là, ça fait partie de celles qui sont les plus faciles à acquérir dans l'univers de l'IA générative. Et donc en termes de financement, vous l'avez vu, vous pouvez utiliser aujourd'hui ChatGPT de manière gratuite au travers d'un navigateur, donc sans avoir à installer ou payer quoi que ce soit. Et ça, effectivement, ça va vous permettre d'adresser déjà tout un tas de cas d'usage rapides, avec un retour sur votre investissement, évidemment, qui est immédiat. Et puis, il y a des cas, effectivement, qui sont un peu plus complexes. Et comme l'a souligné Stéphane, effectivement, il faut commencer d'abord petit. Il faut commencer par ces petits cas qui, aujourd'hui, maintenant, pour la plupart d'entre vous qui l'utilisez, il n'y a plus de souci à utiliser ChatGPT pour faire une traduction, faire une synthèse d'un document, quel qu'il soit. On fait ça très bien et très rapidement. C'est comme ça qu'on commence et qu'on embarque tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur ces sujets-là, à utiliser l'outil pour faire ça, effectivement, vous le faites, mais il faut aussi prendre le temps d'accompagner tout le monde dans sa structure, d'éviter de laisser des gens sur le côté quant à l'utilisation de ce type d'outils. Ça fait partie des choses qu'on va voir par la suite, mais qui peuvent constituer des freins particulièrement difficiles à surmonter ensuite quand on va monter sur des projets beaucoup plus complexes. On le voit, on peut avoir des cas d'usage qui se règlent en un jour, et puis on a des cas d'usage beaucoup plus complexes qui vont se traiter sur plusieurs mois, voire des années. Et pour le coup, effectivement, commencer petit et embarquer tout le monde, ça facilite, ça évite les freins quand on va se retrouver à déployer une solution sur laquelle on a travaillé plusieurs mois. Et du coup, je rebondis juste sur cette temporalité. Et en fait, vous voyez, les budgets sont très variables en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un chatbot sur FAQ ou alors générer des contenus marketing comme l'a fait Estelle ou faire de la traduction automatique, ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il y a des outils sur étagère qui permettent de le faire. Il y aura d'autres enjeux sur où vont vos données, etc. Mais en tout cas, à mettre en œuvre, il y a des choses très pratiques. Et typiquement, aujourd'hui, là, on enregistre toutes les réunions. J'ai un outil qui s'appelle UpMeet, qui me permet de faire des comptes rendus de réunion, mais moi j'ai créé mon propre prompt qui me permet de transformer ça en article. Mais moi je vais donner des consignes pour dire prends un rôle de journaliste, etc., etc. Et donc tout ce qui va être dit toute la journée, ça sera restitué par un journaliste virtuel quelque part. Et ça c'est assez facile à mettre en œuvre. Ça nous coûte combien par mois? 20$ ou un truc comme ça? Même pas. On est à moins de 10€ par utilisateur. Voilà. Et par donc licence. ça fait partie des usages simples. Donc les comptes rendus de réunion, on en a largement partagé là-dessus. Et puis il y en a d'autres qui nécessitent de passer en mode projet. Je veux faire... Voilà, on a un client qui est dans le bâtiment et qui, lui, fait de la réponse à appel d'offres régulièrement, toutes les semaines. Et il a 3 personnes dédiées à ça, donc 3 ETP pour qu'il y a ça. Et lui, il dit, moi, je ne peux pas continuer à dédier, parce que plus je réponds à des appels d'offres, plus je dois mettre du monde pour faire ces chiffrages et prendre du temps pour répondre. Et donc là, il faut construire un outil qui va permettre de prendre en partie le travail que fait cette personne-là. Et donc de gérer la lecture de l'ensemble de la consultation, de voir les chapitres sur lesquels on peut répondre. On a déjà des éléments sur lesquels on peut répondre. Et après, c'est finalisé par la personne. Mais il est juste là pour finaliser un outil qui a déjà été digéré quelque part. Oui, c'est un assistant. Un assistant de réponse à appel d'offres. Et effectivement, il y a des domaines dans lesquels on arrive à avoir des systèmes qui sont quasiment complets, qui peuvent agir sur toute la chaîne. Et puis, il y a des systèmes où vous allez pouvoir adresser 80% de votre cas d'usage. Mais ces 80% de cas d'usage qui sont adressés, c'est 80% de temps de gagné pour justement libérer du temps pour mettre l'intelligence de l'humain là où elle est réellement nécessaire. Alors je propose qu'on accélère parce que le timing défile aussi. Par contre, je vais demander à Estelle de nous partager son parcours. Donc toi, ça s'est passé comment entre le début où tu commençais à réfléchir au sujet et puis aujourd'hui? Un constat, comme on l'a tous vu, l'utilisation quotidienne déjà dans nos vies perso. Et un peu la révolution qu'on a vu arriver avec l'IA. Alors moi, j'étais pas encore dans l'entreprise salariée, mais comme Internet à l'époque, en 98, où fallait y passer, mais comment? Et l'année dernière, au printemps, on s'est dit non, mais là, il faut qu'on prenne le sujet à bras-le-corps et qu'on se fasse accompagner par des professionnels. Donc on a monté le dossier BPI France, qui est
hyper simple. Donc on parlera de BPI, parce que ça fait partie des financements actifs. Tout le monde peut le monter. Entretien, acceptation à l'été, consultation d'experts, choix de data salting et lancement à partir de septembre 2024 de l'audit. Et décembre, on a basculé sur la phase 3, où on est passé complètement dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, on travaille avec au quotidien. Moi, j'avais la moitié de mon équipe qui n'avait jamais touché à l'IA. Et aujourd'hui, toute mon équipe l'utilise. Comment ça s'est passé pour ton équipe? Comment vous les avez embarqués du coup dans ce parcours? Alors, on a parlé de formation, de sensibilisation. On était beaucoup dans du test and learn au départ. On essaye, on voit si ça fonctionne. Un prompt, c'était complètement obsolète. On nous a dit qu'un jour, on aurait des assistants en septembre. Si, on en a 7 qui fonctionnent super bien, que tout le monde utilise au quotidien. Et en fait, c'est de les accompagner dans leur cas d'usage métier, dans leur spécificité, de prendre du temps de suivi avec eux pour qu'ils s'acculturent et qu'ils évoluent dans les outils qu'ils utilisent. Et franchement, vu ce qu'ils y gagnent au quotidien, il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Super. Alors moi, je voulais apporter quelques éléments complémentaires de réflexion. Aujourd'hui, dans ces éléments qui sont importants à prendre en considération quand on est à cette étape de structurer en fait, les choses, c'est pour ça qu'on parle de gouvernance, c'est important de savoir qui fait quoi dans l'entreprise aussi, c'est-à-dire demain, qui prend le leadership, qui va piloter le projet, qui va s'assurer du bon fonctionnement sur le terrain, qui va s'assurer de prendre les retours des utilisateurs pour faire de l'amélioration continue. Donc ça, c'est un vrai élément important. Parce qu'il y a plein d'entreprises où en fait on ne sait pas qui est vraiment un lead, c'est un peu flou. Comment embarquer tout le monde? Donc là on parle de sensibilisation, de faire des tests, de fêter des petites victoires. Ça y est, on a réussi à déployer un prompt avec un premier sujet et ça marche, on a des super retours, on a gagné une demi-journée, on a gagné une journée, etc. On parle aussi de structuration d'une charte parce qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Tout à l'heure, Stéphane le disait, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles les collaborateurs ont déjà pris le pas. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise quoi faire. Mais par contre, il y a des enjeux de sécurité des données, il y a des enjeux éthiques. Attention, on ne fait pas n'importe quoi avec l'outil, on ne prend pas des infos de l'extérieur qu'on balance ou de l'interne. Donc potentiellement de réfléchir à une charte. Et puis, il faut se préoccuper de la réglementation. Il y a l'IA Act qui existe, c'est important d'en avoir connaissance, de voir ce que ça va impacter dans l'entreprise et quels sont les comptes que vous nous demandez vont impacter ces réglementations. Et puis ensuite, on l'a déjà largement évoqué, pour quel ROI, c'est quoi le retour sur investissement? C'est bien de se faire plaisir, mais à un moment, il faut se dire, on n'est pas là juste pour passer du temps à se faire plaisir, à jouer avec tous ces petits outils. Il faut que ça serve l'entreprise dans la durée et la rendre plus pérenne. Et puis on parlera des KPI, puisque du coup, il faut piloter tout ça. Alors, on a parlé de rapidement passer le pas, passer à l'essai. Luc, est-ce que tu peux nous raconter une histoire de passer à l'essai? Là, je ne te l'ai pas fait préparer celle-là, mais je pense que tu en as plein des histoires. En fait, c'est toujours... Alors, pour démystifier juste les termes POC et MVP, un POC, c'est un Proof of Concept. L'idée, quand on fait un POC sur de l'IA générative, ça consiste en une étude de faisabilité. On a identifié un cas d'usage, on a perçu que potentiellement l'IA générative pourrait nous accompagner pour répondre à ce cas d'usage. Oui, je sais, je vais faire vite. Non, mais et donc, on va tout simplement, au cours de cette phase, s'assurer qu'un modèle d'IA générative, et on va choisir quel modèle, quelle taille de modèle, parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de prendre le plus gros. Ça ne sert à rien d'utiliser un bazooka pour tuer un moustique. Et d'autant plus quand on est conscient de l'impact environnemental qu'ont ces solutions quand on les utilise. Donc on va s'assurer qu'on va choisir un modèle qui correspond bien à ce qu'on veut réaliser, avec la bonne taille. Quand je parle de taille, je parle de puissance globalement du modèle, pour pouvoir répondre à notre cas d'usage. Et évidemment, on va commencer par ce cas d'usage-là, on va le choisir petit comme on l'a déjà dit, et une fois qu'on l'aura identifié, qu'on aura fait ce POC, on va passer au MVP, au minimum viable product. Donc l'idée, c'est de basculer sur un outil qui du coup va pouvoir être popularisé auprès de l'ensemble des collaborateurs ou d'une partie des collaborateurs pour pouvoir tester la réalité de l'utilisation de l'outil, puis ensuite on passera à un déploiement en production. Alors justement, moi j'aborde ce passage déploiement en production. Donc effectivement, on fait des tests et puis après il faut pérenniser l'outil en interne parce que c'est facile quelque part de faire des tests en chambre, entre guillemets en petit comité, mais dès qu'il s'agit de le rendre utilisable par tout le monde, il faut structurer un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous partager quelques grands principes pour structurer? Alors on a déjà largement évoqué, allez-y pas à pas.
pas Ben tout voilà, vouloir faire d'un coup. oui, effectivement, tu en as déjà parlé. On fait un déploiement pas à pas, on commence petit, on passe ensuite donc POC, MVP. Au fur et à mesure de ça, on élargit le nombre de personnes qu'on implique dans le projet. Et c'est super important, encore une fois, sur ces problématiques-là, de s'assurer de la conduite du changement, parce qu'on va délivrer une solution qui fait appel à de l'IA. Et on a tous, dans notre inconscient ou dans nos environnements, des gens qui ont peur que l'IA les remplace. Et donc, si on veut éviter ça, il faut embarquer rapidement les gens, les faire monter en compétence avec un peu d'acculturation pour qu'ils se rendent compte à quel point une solution d'IA, c'est stupide. Donc si je peux me permettre un petit pas de côté, donc il faut vite impliquer les DRH et pas que le DSI ou les gens de la technique. Ouais. Exactement. Oui, il faut embarquer le plus rapidement tout le monde. Et effectivement, la charte d'usage IA que tu as évoquée, d'une usage IA responsable ou éthique, c'est un bon moyen d'embarquer tous les collaborateurs de l'entreprise pour leur faire prendre conscience de ce que va pouvoir leur apporter l'IA, de comment ça va leur permettre de leur faciliter la vie dans leur quotidien professionnel, et que c'est pas forcément un ennemi, et qu'on a au contraire un assistant qui va pouvoir l'accompagner. Donc ne pas négliger l'humain, et puis évidemment effectivement ajuster l'ambition, c'est-à-dire les coûts que ça va avoir vis-à-vis des résultats attendus, et ça c'est les KPI et le ROI attendu. C'est là où c'est important d'arriver à se projeter, parce que quelquefois, alors je dis vous, mais généralement les entreprises s'imaginent beaucoup de choses, elles se disent tiens je vais pouvoir faire ça en claquant des doigts. Il y a des choses où on ne claque pas des doigts, ça ne marche pas comme ça, et donc ça prend du temps, de l'énergie, et ça prend de l'argent aussi. Et donc ça, il faut l'anticiper. Donc bien sûr, tout ce travail de préalable, de diagnostic, permet d'identifier tout ça, de le projeter, de le structurer, mais il faut l'avoir en tête. C'est pas se dire, bon, c'est bon, je vais faire un truc, allez, on va le faire vite fait, et puis on va faire du pas à pas. C'est comme une stratégie d'entreprise, en fait. Il faut avoir une vision, construire le pas à pas, la stratégie, quels moyens je donne à cette ambition. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Estelle, tu peux peut-être nous partager les quelques résultats que tu as obtenus à date. En combien de temps tu as obtenu quels résultats, en fait? Globalement, nous, en 6 mois, on a déjà réussi l'intégration des outils IA dans l'entreprise sur l'ensemble de nos cas métiers. Donc ça, c'est plutôt impressionnant, parce qu'on ne pensait pas être là à 6 mois du diagnostic. Et puis surtout, c'est la réalité de terrain en fait, qui va être parlante chez nous, où on a un gain de temps sur l'ensemble de nos postes. Et ça, derrière, on remet de la valeur en fait à l'humain. T'as un chiffre, je suis comme les journalistes, t'as un chiffre à nous donner, là, un truc un peu... Non, je ne peux pas te donner de chiffres. Moi, ce que je vois, par exemple, un exemple concret sur mes rédactrices, là où elles passaient 2 jours sur un article, aujourd'hui, en une demi-journée, c'est fait, quoi. Donc c'est parlant en termes d'impact en fait, de temps. Palpable. Ouais. On reste sur de la qualité, et ça c'est hyper important dans notre domaine. Mais par contre derrière, on va aller valoriser l'humain et ce qu'il sait faire de mieux. Et aujourd'hui c'est ça qui fonctionne finalement dans tous les cas d'usage qu'on a pu développer au sein de l'entreprise. C'est que toutes les étapes où on n'a pas de valeur ajoutée en tant qu'humain, aujourd'hui on est en train de réfléchir dessus, où on a fait appel à l'IA ou à de l'automatisation pour les faire avancer sans nous, et que finalement les 20% du travail restant, on y met de l'intelligence humaine et puis du coup de la créativité. C'est presque une belle conclusion, je peux arrêter là, non, mais il ne me reste pas beaucoup de temps. Merci Estelle. Du coup je propose, alors voilà, on a parlé des différentes étapes, c'est important, mais il y a aussi des enjeux qu'on n'a pas soulevés et qui sont autour de ces projets d'IA. Tout à l'heure, Luluc l'a exposé, on parle de fuite des données potentielles. Donc la sécurité dans un projet d'IA, c'est essentiel. C'est comment on va protéger ces données, comment on va éviter que demain elles se retrouvent je ne sais où, surtout si vous manipulez des données personnelles. On a des sujets de dépendance au modèle d'IA. Aujourd'hui, vous mettez vos données chez ChatGPT, vous payez $20 par mois. Peut-être dans 3 ans, ça vous coûtera $200 par mois, vous ne pourrez plus rien faire. Vous êtes dans la matrice. Donc il faut aussi penser à son propre modèle économique, c'est-à-dire si je suis dépendant de ces trucs-là, voilà, c'est important. Je ne sais pas quelle est la réponse, hein. En tout cas, il faut l'avoir en tête. Et puis, il y a l'impact environnemental. Il y a un chiffre que je n'ai pas donné. Produire 2 à 3 heures de vidéo grâce à une IA, c'est l'équivalent de l'impact carbone d'un aller-retour en avion Paris-New York. Donc, on voit ce qui se fait sur Instagram, ce que font nos gamins avec les vidéos, les trucs comme ça. Je ne sais pas ce que sera l'usage de l'IA dans 5 ans. En tout cas, je vois que c'est un sujet. Alors, on parlait financement. Je l'aborderai rapidement, mais vous l'avez compris, si vous rentrez dans cette logique de diagnostic data de la BPI,
Donc un diagnostic data, puisqu'on ne l'a pas décrit, c'est un package de 13 000 €. Ça se passe en 5 ateliers. Il y a 4 étapes. On fait un état des lieux. On regarde vos cas d'usage avec vos équipes. Ensuite, on parle technique. Donc comment on fait pour répondre à ces cas d'usage. Et on projette une trajectoire où on valide en fait, les budgets, la projection, la vitesse à laquelle on veut aller. Ça, c'est pris en charge aujourd'hui par la BPI à 42% en subvention. C'est-à-dire que si vous êtes une PME qui avait moins de 2000 collaborateurs, plus d'1 million de chiffre d'affaires, vous êtes éligible. Vous avez, et tout à l'heure Luc l'a évoqué, si vous voulez passer, voilà, il me reste 1 minute, hop, avant l'heure de partir. Donc si vous voulez passer sur un mode POC, de nouveau, il y a une enveloppe de 13 000 €. Donc là, si vous voulez tester un cas d'usage IA, et là, c'est pris en charge à 30% par la BPI. Et ensuite, je ne vous ai pas tous cités, mais vos OPCO, je ne sais pas si ça vous parle, les OPCO, c'est ceux qui financent vos formations, ils ont aussi des financements de prestations. Donc interrogez-les, savoir s'il y a des choses qui existent sur l'IA. Vous avez aussi les fédérations. On a l'UMM, la Fédération française du bâtiment. Voilà, ces gens-là sont aussi capables de vous accompagner et de vous aider à financer. Si vous voulez rester connecté avec Datasulting, parce que nous, on a plein de contenus intéressants sur lesquels on a des retours d'expérience de clients, je vous invite à regarder notre chaîne YouTube. Donc là, soit il y a le QR, soit vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Datasulting et vous nous retrouverez, vous abonnez, enfin vous faites ce que vous voulez. Et je terminerai par les petits conseils. Donc, partez des besoins, on l'a largement répété. Identifiez les cas d'usage et priorisez-les. On ne peut pas tout faire en même temps, donc commencez petit, c'est plus simple, c'est plus facile à faire passer. Avancez par étapes, fêtez les petites victoires. Ça fait plaisir à Camille quand on dit qu'on fête les petites victoires. Sensibilisez et formez vos collaborateurs et définissez les rôles et responsabilités pour pas que ça parte dans le cosmos. C'est important. Et puis faites un diag IA, bon, ça après, c'est vous qui déciderez. Donc les contenus, on en a parlé. Si vous pouvez nous faire un retour sur cet atelier, eh ben, ça sera avec plaisir. Comme ça, on verra ce qu'on peut améliorer, comment vous avez trouvé cet instant. On espère qu'en tout cas, vous avez trouvé vos réponses. Je suis désolé, je vous l'ai dit, ça allait être serré. Donc pour les questions, ben là, on a une petite interlude. Et puis sinon, on se retrouve au cocktail ou dans les moments de pause, si vous avez des questions complémentaires. Merci à vous. Merci à vous trois.